le sujet de cette controverse, s'il vous plaît, c'est la fin du cash. Évidemment, par la fin du cash, il ne faut pas entendre la fin des propos cash. Au contraire, nous allons essayer ce soir d'être très cash. Mais la fin de ça, la monnaie, l'euro, qui ont des centaines d'années, et même les billets qui ont un peu moins de temps. Mais c'est ça le cash. Et donc, est-ce la fin des paiements en cash ? Est-ce que plus personne ne paie en cash ? On a un peu l'impression que les gens payent de plus en plus en carte, y compris depuis le Covid, sur des plus petits montants. Alors, ça c'est la première partie du débat, mais en réalité, on va faire assez vite là-dessus, parce que ce qui est de vraiment intéressant en histoire de monnaie et de moyens de paiement, c'est l'énorme changement technologique qui est en train d'arriver. Énorme. Nous avions effectivement une monnaie avant, la monnaie liquide comme ça, payée, ou bien on peut payer par le crédit bancaire, enfin le dépôt bancaire, avec une carte et vous débitez votre dépôt, c'est donc la banque qui le fait. Nous avions deux moyens, nous en avons au moins 5, peut-être 6, à nouveau. Et donc il y a une compétition qui s'ouvre entre tous ces moyens, le bitcoin, le stablecoins, et puis les monnaies numériques, banques centrales, parce que les banques centrales se sont mises ayant peur du bitcoin il y a quelques années, à y travailler. Et donc peut-être aussi derrière les monnaies banques centrales, est-ce qu'il y aura des deposit tokens, enfin voilà. Donc on a une concurrence qui va être accrue et qui signifie en réalité des enjeux pas du tout techniques bien sûr, mais des enjeux de souveraineté absolument considérables sur l'avenir de l'euro, sur l'avenir de la force des monnaies, sur l'avenir de l'argent que nous avons tout à chacun dans sa banque. Et donc c'est des combats qui sont planétaires, avec évidemment les Américains et les Chinois au-dessus de nos têtes. Donc pour en parler rapidement du cash et un peu plus longuement de tous ces enjeux de changement de moyens de paiement, je suis avec, qui va commencer à parler en premier, Marc Schwartz, qui est le PDG de la Monnaie de Paris. Alors la Monnaie de Paris, en plus, elle fait en plus de la monnaie, elle fait des belles monnaies. Marc a sous les yeux des monnaies de collection. Donc là, c'est Notre-Dame, je crois. Mais vous venez aussi de lancer une monnaie avec, figurez-vous, Madonna. Donc si vous voulez acheter une pièce en argent ou en or, c'est ça, de Madonna. Alors c'est Marianne. On va dire que c'est notre Madonna française, mais c'est la Marianne Or qu'on a lancée en effet il y a 15 jours. D'accord. Et voilà, alors Marc est Sciences Po, ENARC, il a tous les diplômes qu'on trouve au Cercle des économistes. Il a fréquenté énormément de ministères, de Bercy, la culture aussi, ce qui le rend très, très original, très, très diversifié, dans différentes entreprises, y compris des entreprises de médias comme France Télévisions. Et il est depuis, après, monté un cabinet de conseil, etc. Et il est nommé il y a 8 ans à la Monnaie de Paris, comme président directeur général. À côté de moi, Philippe Laloni, qui est 62 ans, qui est lui aussi ingénieur, qui fait des écoles de commerce cette fois à Lyon, et qui ce qui est original, lui aussi, a fait l'Institut des hautes études de la défense nationale. Ensuite, il a été banquier, donc longuement à la BNP. Et il est depuis, alors plus longtemps, 10 ans maintenant, à la tête du GIE Carte Bancaire, qui regroupe l'ensemble des banques françaises pour vos cartes. Et il va nous l'expliquer très bien, parce que vous avez, sur vos cartes, vous avez carte bancaire, mais vous avez aussi, et c'est une distinction pas toujours, hein, vous avez aussi Visa ou Mastercard. C'est un mariage franco-américain. On va évidemment parler de cette espèce de bizarrerie. Alors,
fin du cash ou pas, fin de ça ou pas. Est-ce que les Français ne veulent plus, les Français, les Européens, ou les gens ne veulent plus payer par cash? C'est vrai un peu dans les pays développés, mais c'est vrai aussi beaucoup dans les pays sous-développés où c'était pas très facile de trouver de l'argent propre et même de l'argent. Donc peut-être que le monde va vivre avec simplement le payer par téléphone ou autre, la fin du cash. Marc, est-ce la fin du cash? Alors, ça ne vous surprendra pas si je vous dis évidemment que je ne crois pas du tout à la fin du cash. C'est une opinion qui est un peu contre-intuitive. Quand j'ai rejoint la Monnaie de Paris il y a quelques années, Eric a rappelé ça, en fait, j'avais l'impression que je rejoignais une industrie qui était mourante. On me disait, mais le cash va disparaître. La Suède, regardez la Suède, c'est un modèle. La Suède, ils vont vers la cashless society. C'est bien, c'est moderne, c'est entièrement numérique et c'est ça l'avenir. Puis regardez, d'ailleurs, les jeunes n'utilisent plus tout le cash pour payer. Et alors, ça m'a un peu étonné. Du coup, j'ai été regarder, parce qu'on est au cercle des économistes, et j'ai une formation d'économiste. Donc, j'ai été regarder les chiffres, réflexe d'économiste, et les chiffres racontent une histoire complètement différente. C'est-à-dire que si on dit que le cash va disparaître, alors à ce moment, la circulation d'espèces, la circulation de cash dans le monde devrait diminuer. Et bien, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et juste pour l'anecdote, j'ai retrouvé un numéro de la revue The Economist qui date de 2007, donc il y a un peu moins de 20 ans. La couverture, c'était The End of the Cash Era, la fin de l'ère du cash, et qui était illustrée, alors ça nous a touché bien sûr beaucoup, par un dinosaure en pièces de monnaie. Donc en fait, le message qu'on nous renvoyait, c'était en gros, vous appartenez à l'ère des dinosaures et vous allez disparaître. Ça, c'était en 2007. Le cash en circulation dans le monde à cette époque, c'était 3 000 milliards de dollars. Donc on se dit, si le cash va disparaître, cette somme-là va baisser. Aujourd'hui, on est à 10 000 milliards de dollars. Donc ça a fait x3. Alors évidemment, c'est un peu étonnant. Et ben, c'est justement ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent le paradoxe du cash, qui est que malgré le fait qu'on utilise moins les espèces pour payer, et ça c'est une évidence, vous utilisez les cartes de paiement, mon voisin ne me dira pas le contraire, on a dit que c'était une controverse, mais en général, Philippe et moi, on est d'accord à peu près sur tout. Donc on va essayer de se trouver des sujets de controverse. Oui, j'espère. Mais je vais quand même expliquer ce paradoxe, quoi. D'abord, pour ceux qui ont suivi des cours d'économie, la monnaie, c'est une unité de compte, un moyen de paiement et une réserve de valeur. La partie moyen de paiement a tendance à baisser, c'est incontestable, c'est la révolution numérique en valeur relative, mais d'abord, dans une économie qui croît, les besoins peuvent continuer à augmenter. C'est le cas dans les pays hors zone OCDE. Nous, on exporte maintenant 70 à 80% de notre production en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Ces pays-là ont besoin de cash et reposent beaucoup sur le cash. Et puis, deuxièmement, la fonction réserve de valeur, c'est-à-dire thésaurisation, en fait, elle est très forte en période de crise, en période d'incertitude. Il y a une sorte, c'est un peu comme l'or. Je le dis parce que vous avez eu la gentillesse de rappeler qu'on a, il y a 2 semaines, lancé une très belle pièce Marianne d'or, au passage, qui est disponible sur notre site internet monnaiedeparis.fr. Je le répète, monnaiedeparis.fr. N'hésitez pas à y aller si vous voulez. L'or, c'est une valeur refuge. D'une certaine manière, l'argent liquide, le cash, ça rassure, parce que c'est une monnaie, alors les économistes diraient une monnaie de banque centrale, mais c'est une monnaie officielle. Et on le constate dans tous les épisodes de crise, guerre, tensions géopolitiques, guerre, crise sanitaire, les citoyens demandent plus d'argent liquide. Et la traduction de ça, et on le mesure tous les ans dans un sondage qu'on fait avec l'IFOP à la Monnaie de Paris, le degré de confiance dans l'argent liquide est énorme. 95% de confiance. Et en fait, et je terminerai par là, je pense que l'accès à l'argent liquide, l'accès au cash, c'est un pilier de la confiance dans la monnaie. C'est-à-dire que vous envoyez un message à tous les citoyens, à tous les épargnants, vous avez de l'argent à la banque. L'euro. La confiance dans l'euro, oui. Je parle de l'euro. Là, je suis dans, disons, les 90 à 95% de paiements qui sont concentrés entre le monsieur qui est à ma gauche et moi-même, c'est-à-dire les paiements par carte bancaire et les paiements par carte. 90 à 95% des paiements, le reste pour les nouveaux moyens de paiement. Eh bien, la confiance dans la monnaie, ça tient à la capacité d'accéder à tout moment à de l'argent liquide. Et quand vous allez
au distributeur. Le distributeur de billets qui, d'après Paul Volcker, un ancien patron de la Réserve fédérale, était l'innovation financière la plus utile qu'on ait jamais inventée. Ben, quand vous faites ça, vous avez de l'argent qui est de la monnaie privée qui est à la banque, vous le retirez, vous en faites de l'argent public, de la monnaie publique. Ce seul geste donne confiance dans la monnaie de votre pays. Merci Marc. Alors Philippe, d'accord complètement avec Marc Schwartz? Je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, les chiffres sont là. Marc l'a dit, aujourd'hui, on est tous à plus de 95% dans ce cercle de survie cash-carte. Donc on peut parler des innovations, du futur, de Star Trek. La réalité, et le français refuse beaucoup le principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, les paiements retail, les paiements du quotidien, sont bien à plus de 95% en proximité territoriale, assurés par 43% à ma droite, le cash, 48% par la carte et 5 à 6% par les paiements mobiles, mais qui se font à 90% par la carte en France. Donc on est à plus de 95%. Aujourd'hui, il y a 2% de chèques, 3% de virements. Donc il faut se remettre les chiffres en tête avant de parler d'où on va aller. Donc ça, c'est une vérité. Deuxième vérité, il l'a dit Marc, c'est quand même le mouvement technologique qui fait que le scriptural empiète régulièrement sur la monnaie, même si on thésaurise la monnaie. Les pays baltes ou les pays du Nord comme les Suédois qui avaient dit on sera cashless, sous la pression de Poutine à droite et de Trump à gauche ou l'inversement, ils demandent aujourd'hui à refaire de la monnaie, parce qu'il y a quand même l'aspect de résilience. Enfin, quand on regarde un peu la situation, moi je dis à tout le monde que la carte française c'est le couteau suisse, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Aujourd'hui, avec une carte sur laquelle vous avez CB, j'espère, CB c'est 80 millions de cartes en France, il y en a 40 millions qui n'ont plus le CB sur la carte. Donc si vous n'avez pas CB sur la carte, Marc a fait un peu de pub pour ses pièces, moi je fais de la pub pour CB. CB c'est souverain, ça a été créé par Pierre Bérégovoy en 1984. Quand vous avez CB sur votre carte, toutes les transactions que vous faites en France sont faites par CB. Vos données ne sont pas revendues, c'est 10 fois moins cher pour le commerçant et c'est 2 fois moins fraudé en moyenne. Donc, donc le modèle historique, c'est le co-badging, donc le petit carré CB sur votre carte, et c'est co-badgé, il y a une deuxième marque, soit avec Visa, soit avec Mastercard principalement, et ce co-badge, Visa ou Mastercard, et ça beaucoup de gens l'ont oublié, ne sert que quand vous allez à l'étranger. Quand vous faites vos opérations en France, elles sont faites sur les rails, comme quand vous prenez le train en France, c'est sur les rails de la SNCF, et bien là c'est pareil. Donc c'est une infrastructure depuis 40 ans, souveraine, on va reparler du mot souveraineté. Donc carte bancaire et le cash, c'est de la souveraineté, c'est du couteau suisse dans le sens où, avec une carte sur laquelle vous avez CB, vous pouvez retirer de l'argent en France. Le modèle économique est bon pour le commerçant et le modèle économique est bon pour nous, puisqu'on est 2 fois moins fraudé que quand il n'y a pas le badge CB. Derrière, dernière chose, nous pesons, nous Français, et même si on reste modeste, il faut le dire, nous pesons 20% des paiements européens. Trouvez-moi une entreprise, là, dans les débats, qui a 20% de part marché en Europe. Ce n'est pas évident. Donc CB, c'est 20% des paiements européens. Et comme je l'ai dit, on va du cash au paiement en proximité, à la vente à distance. En Allemagne, ils ne payent pas avec la carte. C'est PayPal qui prend les paiements à distance. En France, 80% de vos paiements à distance sont opérés par CB. Donc il faut que vous le sachiez. Enfin, le wallet, demain les wallets Apple Pay, quand vous êtes sur Apple Pay en France et que vous avez CB, eh bien, vous êtes sur les rails CB, vous n'êtes pas chez Apple. Le paiement se fait. Et ça, c'est très important qu'on le dise, qu'on le fasse savoir, parce que c'est de la souveraineté. Et notre débat sur l'avenir, sur le cash a-t-il un avenir ? Oui, il a un avenir. En coordination et avec les scripturales, la carte et les wallets demain. Et surtout, il a un avenir pour la souveraineté. On va en reparler, je pense. Alors, venons-en, donc la fin du cash, non, on répond, venons-en à ce qui va se passer dans le futur, ce qui est en train de commencer à se passer. Comme vous êtes auteur d'un ouvrage, Marc Schwartz, avec un économiste bien connu du cercle des économistes, sur l'avenir de la monnaie ou sur la bagarre des monnaies, brossez-nous, mais le plus vite possible, cette vaste panorama de l'ensemble de la concurrence des moyens de paiement aujourd'hui. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire de la monnaie, c'est une longue histoire de la dématérialisation.
Au début, il y a eu les pièces de monnaie, donc on remonte à 7e siècle avant Jésus-Christ. Puis le billet de banque est arrivé. Et au moment où le billet de banque est arrivé, il y a un basculement vers ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, la confiance. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir sacrément confiance dans l'institution qui émet un morceau de papier ou une rondelle de métal pour considérer que ça a de la valeur. Donc là, on est dans la monnaie fiduciaire. Et puis après, il y a la monnaie bancaire qui apparaît. Donc là, on est plutôt au XXe siècle. C'est-à-dire vous avez de l'argent à la banque et vous utilisez un moyen de paiement, d'abord des chèques, maintenant les cartes, le téléphone portable qui, comme Philippe l'a dit, vous mettez la carte dans le téléphone portable. Et là, avec ça, on couvre l'essentiel des moyens de paiement aujourd'hui. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais dont on parle beaucoup, mais pour l'instant qui n'existent pas. On parle de la monnaie numérique, mais quand vous utilisez votre téléphone portable pour vous payer dans la rue, ce n'est pas de la monnaie numérique, c'est de la monnaie bancaire que vous utilisez et que vous mouvementez votre compte bancaire avec une carte de paiement qui est dans votre téléphone portable. Demain, la monnaie numérique de banque centrale ou crypto, qu'on n'appelle pas nous crypto-monnaies parce que pour nous ce ne sont pas des monnaies, sont des concurrents potentiels de ce qui existe aujourd'hui. Mais il faut bien se dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. La question qui est posée par cette évolution, c'est qu'en fait, il y a un principe qui est très important dans la monnaie, dans la théorie monétaire notamment, c'est le principe d'unicité et d'universalité. La caractéristique de la monnaie, c'est que c'est un instrument qui est accepté par tout le monde, sans poser de questions. Dans les articles anglais, on dit « no question asked ». Si je vais vous acheter une baguette, je vous paye avec une pièce de 2 € de préférence plutôt que la carte, je fais un peu de pub, vous l'acceptez, vous ne vous demandez pas ce que c'est. Parce que c'est la monnaie, entre guillemets, officielle. Demain, s'il y a une multiplication des moyens de paiement, notamment on parle des stablecoins, sans parler du bitcoin et toutes ces cryptos, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller faire vos courses et d'aller les payer en bitcoin. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et cet autre principe qui va avec l'universalité, qui vient de la confiance, la monnaie c'est un langage commun, c'est un outil qui est accepté par tout le monde, et bien l'autre principe c'est l'unicité. Or on a un risque, avec la multiplication de ces moyens de paiement, d'une fragmentation de la monnaie et d'une fragmentation des moyens de paiement, et donc d'un risque de manque de confiance. Et c'est la raison pour laquelle le rôle des banques centrales est absolument essentiel, notamment dans les périodes de crise, prêteur de dernier sort, mais pas seulement. Tous les jours, le fait que le cash, je reviens au cash, c'est la seule forme de monnaie de banque centrale auquel tous les citoyens ont accès, et ça c'est important. Donc c'est un risque important. La monnaie numérique embarque en elle-même un risque de fragmentation de la monnaie et de perte de confiance dans la monnaie. Voilà, c'est ça. Mais le Bitcoin, au départ, c'était quand même une visée de monnaie mondiale avec une confiance sur la blockchain. C'est une confiance technique qui fait qu'on ne peut pas du tout voler quoi que ce soit à l'intérieur. On peut la suivre, c'est transparent. Et donc, cette idée-là a fait le succès du Bitcoin, puis derrière d'autres monnaies crypto. Mais en fait, ça s'est effondré comme moyen de paiement. C'est juste aujourd'hui un moyen de spéculation. Et tout à l'heure, Philippe, ceux qui sont intéressés par le Bitcoin, vous dira des choses qui vont peut-être vous intéresser, même sûrement, sur la suite. Mais le Bitcoin est abandonné comme moyen de paiement, mais c'est devenu... Ça a été transformé parce que c'était trop volatile pour payer son beefsteak. Donc, on a fait des stablecoins attachés au dollar, beaucoup au dollar. Et donc, pour les gens en Europe, c'était une crainte. D'où l'accélération, je raconte un peu l'histoire, l'accélération à Francfort de tous les travaux sur le passage carrément à la monnaie numérique, qui n'est pas blockchain. La confiance, c'est la monnaie de Francfort. Et voilà. Et donc, on en est aujourd'hui où cette monnaie numérique devrait commencer à s'installer, si je crois, en 29, c'est ça, mais avec, pour essayer d'empêcher que, d'un point de vue général, pas pour vous, pour acheter la baguette, mais pour les grandes monnaies de paiement, on passe aux stablecoins qui seraient beaucoup trop associés au dollar. Donc, on en vient à un intérêt de souveraineté et il s'est passé quelque chose Philippe, vous allez nous le détailler, mais
c'était quand? C'était il y a pas longtemps. Un juge de la Cour pénale internationale à La Haye, Nicolas Guillou, il s'appelle, a voulu mandater le Premier ministre d'Israël, Netanyahou. Immédiatement, les Américains ont ôté tous les moyens de paiement de Nicolas Guillou à cause de Visa et de Mastercard. Et donc, tout le monde, là, ici, se sont rendu compte que nous étions en fait suspendus à une décision de Trump sur tous nos moyens de paiement. Et donc, ça a accéléré la prise de conscience, Philippe va vous le raconter, la prise de conscience en disant « mais c'est incroyable que nous soyons comme ça, tenus par un fil par Donald Trump ». Alors, souveraineté, confiance, je rajouterai un mot, et sécurité et résilience. C'est-à-dire qu'avec Marc, on fait votre cercle de survie au quotidien des paiements. Et la carte, mon boulot, c'est d'assurer qu'on peut être résilient en cas d'attaque. On va reparler du juge Guillou en une minute et de la crise, mais on peut aussi avoir des crises, des attaques cyber, des attaques électriques. On a vu, ou des coupures électriques ou de télécom, on a vu ça en Espagne. Donc j'essaie de vous rassurer en disant que le cash, c'est pas fini, et c'est pas fini parce qu'en plus, il est résilient. C'est-à-dire qu'on est en train d'établir avec le Conseil national des moyens de paiement sous l'égide de la Banque de France et de l'ensemble d'un écosystème qui est à peu près unique en Europe. On pilote nos paiements comme une vraie filière, puisqu'on l'a créé comme une vraie filière, comme l'énergie, le nucléaire, dès 1984. Et donc, au sein de ce pilotage, il n'y a pas que l'innovation, il y a la sécurité et la résilience. Je vous ai dit 2 fois moins fraudé. Aujourd'hui, avec CB, vous êtes 2 fois moins fraudé. Et puis, on va être résilient. Ça veut dire quoi, résilient? Ça veut dire que si on est attaqué, nos systèmes, les petites machines que vous avez chez commerçants, les distributeurs de billets, je dois m'assurer au nom de CB et de toute l'interbancarité que pendant 2-3 jours, ça va permettre de fonctionner et d'aller retirer du cash. Pour ça, il faut il y a des gens qui représentent les transporteurs de cash dans la salle. Il faut s'assurer dans la chaîne complète que les transporteurs de cash peuvent amener le cash, que la machine pour les distribuer dans les galeries marchandes ou dans les banques vont marcher, et que la carte va fonctionner. Donc aujourd'hui, on a une filière totalement souveraine, et ce mot de résilience et de sécurité, dans le monde de rapport de force dans lequel on est, il faut bien que vous ayez conscience de ça. Le paiement et la monnaie, c'est aussi ça. Après, il y a l'innovation et la disruption. Il est clair que dans le rapport de force, le kill switch, il n'est pas applicable qu'à la notion d'anthropique ou de logiciel, ou dans les industries du logiciel aujourd'hui. Le kill switch, c'est Trump qui coupe le fil. Voilà, Trump a dit je ne vous donnerai pas à vous, les sociétés européennes, les debugs des bugs des logiciels que vous avez, parce que voilà, bon, ça s'appelle. Ah, il a fait la même chose. Pour le juge Guillou, alors là, il a fait à un niveau supérieur puisqu'il le traite de terroriste. Donc aucune entreprise travaillant avec l'Amérique ne peut travailler avec lui, mais pour Thierry Breton qui ne peut plus voyager. Voilà. Donc se repose le problème d'avoir ses rails souverains, sa monnaie souveraine, et au bout du bout, le cash. Et donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'euro numérique. Donc la BCE dit moi, je vais créer un euro numérique souverain pour aller de l'euro numérique au cash non numérique. Et la carte, elle est pas mal, et la carte française, elle est totalement souveraine, ce que je viens de vous dire. Par contre, 13 pays d'Europe ont totalement abandonné leur souveraineté. Non, pas de CB. Donc arriver à faire un projet européen, c'est compliqué. Oui, merci. Marc, juste rapidement, parce que le temps est déjà écoulé, et je voudrais que Philippe nous parle un peu de quantique. Il y a une dame très gentille qui a un panneau devant au premier rang et qui nous dit « Stop, temps écoulé ». donc on va aller... Fait du rabat. Non, je pense que le sujet qu'on vient d'aborder très rapidement est un sujet très important. La monnaie, c'est la souveraineté. Contrôler sa monnaie, c'est un élément majeur de souveraineté aujourd'hui. Et Philippe l'a dit très bien, aujourd'hui, en Europe, 70% des paiements par carte passent par des infrastructures américaines. C'est Visa, c'est Mastercard, c'est American Express. Et dans le monde des big tech, c'est la même chose. C'est Google Pay et Apple Pay. Donc il faut absolument qu'on préserve ça par différents moyens. La carte bancaire en France, si possible au niveau européen. L'euro numérique demain, parce que c'est un moyen de paiement qui est contrôlé et piloté par les banques centrales européennes. Et le cash, qui 25 ans après l'introduction de l'euro a démarré en janvier 2002, est aujourd'hui la seule infrastructure de paiement souveraine, produite en Europe, distribuée en Europe et contrôlée par des acteurs européens.
Un dernier mot d'une minute et demie, Philippe, sur le quantique qui risque à nouveau, puisque on vous fait ce matin, cet après-midi, un grand panorama de ce qui se passe dans les monnaies, le quantique, l'ordinateur quantique. Le monde avance et la technologie, c'est pas que l'IA. Aujourd'hui, on vous parle d'IA. L'IA, c'est la couche de distribution. La vraie révolution, et je suis très heureux, on va la vivre. Pour les plus anciens, on l'a vécu dans les années 80 avec l'arrivée de la micro-informatique, dans les années 70 avec l'arrivée de la carte à puce. Je ne l'ai pas dit, mais c'est la France qui a inventé la carte à puce. C'est la France avec Alcatel qui a inventé la carte SIM aussi de téléphone. Hein. On avait tout. Bon, on a encore CB, cette histoire industrielle, on a encore des grands industriels. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui va arriver derrière ? La crypto, le bitcoin, c'est arrivé après 2008 sur un modèle fermé pour une réponse à des libertariens en disant on va faire une monnaie, une monnaie différente qui ne sera pas sous la dominance des États. Aujourd'hui, la rupture quantique, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que les cryptos, elles s'appuient sur des modèles qui, aujourd'hui, dans l'informatique, pourront être cassés dans les 5 à 10 ans, ou sont déjà peut-être cassés, je ne veux pas dire ce que je ne sais pas, mais clairement, aujourd'hui, les clés pour le paiement, un des débats essentiels pour la sécurisation de nos paiements, de vos paiements, c'est comment s'adapter au post-quantique qui va arriver dans les 5 ans. Et donc, ce que je peux vous assurer, et je l'ai fait voter au comité de direction de CB, pas plus tard que la semaine dernière, c'est qu'on a déjà lancé en France, puisqu'on a 40 ans d'histoire, la fabrication des puces post-quantiques. Elle est déjà en fabrication et dès 2030-2031 doit être prêt. Pourquoi ? Si on n'est pas prêt, qu'un pays, que ce soit la Chine, les États-Unis, est prêt avant nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble des clés de sécurité, de cryptographie sur lesquelles on vit, et pas seulement pour les paiements, hein, pour l'industrie de la défense, pour d'autres industries, vont être cassées. Et si elles sont cassées, nos alliés qui sont nos amis, mais qui sont moins nos amis un jour, ou nos ennemis qui seront toujours nos ennemis, peuvent nous attaquer et faire tomber l'ensemble de nos systèmes. Donc il faut pousser la filière IA et quantique. Comme on a fait Bull à une époque, nous avons réussi à faire Bull en France à l'époque, et que ça soit Ariane ou le sous-marin nucléaire, il fonctionne encore sur quelques actifs de Bull. Moi, j'ai une conviction pour les paiements, c'est qu'il faut qu'on aide nos sociétés IA, bien sûr, Mistral aussi, mais aussi quantique, pour nous sécuriser, y compris dans notre souveraineté des paiements, et pour continuer à pouvoir retirer du cash et peut-être déployer l'euro numérique ou les stablecoins. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas resté. N'oubliez pas monnaiedeparis.fr pour acheter vos pièces de monnaie.